Alors, voyons maintenant les différentes techniques de conservation de ces aliments. Alors, on a plusieurs procédés, des procédés chimiques et des procédés physiques qui vont pouvoir les conserver. Donc, elles ont pour but de préserver la comestibilité et les propriétés gustatives et nutritives donc, des aliments. Donc l'emballage, bien évidemment, ne suffit pas, il faut des procédés chimiques et physiques. Donc dans les procédés chimiques, on va voir les additifs alimentaires, les antioxydants, les conservateurs. Et dans les procédés physiques, on va voir la conservation par la chaleur, pasteurisation et stérilisation, la conservation par le froid, donc la différence avec réfrigération, congélation et surgélation, et la conservation par élimination d'eau, donc séchage, lyophilisation, fumage, salage, et enfin la conservation par ce qu'on appelle l'ionisation. Alors commençons par les procédés chimiques avec l'usage des additifs alimentaires antioxydants. Donc tout simplement on va ajouter des produits, c'est pour ça qu'on parle d'additifs, donc qui sont antioxydants, qui vont empêcher l'oxydation. Par exemple, le jus de citron, lorsque vous mettez du jus de citron sur les fruits, vous voyez que le fruit garde son aspect globalement frais et est moins oxydé. Donc on peut limiter l'oxydation par des espèces chimiques appelées antioxydants. C'est ce qu'on appelle les E, avec des chiffres derrière sur vos étiquettes d'emballage. Donc ils peuvent être d'origine naturelle, par exemple le citron ou de l'acide qui contient l'acide ascorbique, donc la vitamine C, ou d'origine synthétique, donc c'est ce que vous avez les codes E300 à E321. Voilà des exemples donc d'additifs alimentaires. Maintenant, les additifs alimentaires dits conservateurs, ils vont ralentir la prolifération des micro-organismes susceptibles de dégrader l'aliment. C'est-à-dire qu'ils vont pas stopper, mais ralentir la prolifération bactérienne. Donc on les a généralement sur une étiquette avec marqué conservateur. Voilà, et là on a des émulsifiants, on a un agent conservateur, on a des acidifiants. Voilà, un petit peu de tout. Pareil, dans une choucroute, on voit conservateur, stabilisant, gélifiant, antioxygène, donc ça veut dire antioxydant, conservateur, stabilisant. Voilà, donc à chaque fois, on a pas mal de choses. Alors, les conservateurs chimiques n'ont pas la capacité à rendre sain un produit qui ne l'était pas avant, ni d'améliorer la qualité d'un mauvais produit. Attention à ça. Par contre, ils peuvent seulement conserver plus longtemps les aliments qu'à l'ordinaire. La conservation maintenant par la chaleur. Donc, on peut traiter les aliments en les chauffant. D'accord. Donc, le traitement des aliments par la chaleur est aujourd'hui la plus importante technique de conservation de longue durée. Donc, il a pour objectif de détruire ou d'inhiber totalement les enzymes et les micro-organismes de leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer la denrée considérée impropre à l'alimentation humaine. Donc, on distingue la pasteurisation lorsque le chauffage est inférieur à 100 degrés. Et la stérilisation, tout simplement, lorsqu'il est supérieur à 100 degrés. Donc, lors de la stérilisation, on chauffe plus, vous avez beaucoup plus de micro-organismes qui sont détruits à 100 degrés. Maintenant, voyons la pasteurisation. Donc, de Louis Pasteur, c'est utilisé essentiellement pour le lait et les produits laitiers. Donc, elle a pour but de détruire les micro-organismes pathogènes, donc notamment, on l'a dit, dans le lait. C'est un traitement thermique, donc entre 62 et 88 degrés, pour être précis, qui doit être suivi d'un brusque refroidissement, puisque tous les micro-organismes ne sont pas éliminés et qu'il est nécessaire de ralentir le développement des germes encore présents. On va voir que le fait de diminuer la température va ralentir également la prolifération bactérienne. Et ensuite, les aliments pasteurisés vont généralement au frais, au réfrigérateur, donc à plus 4 degrés. Voyons maintenant ce qu'on appelle l'apertisation ou la stérilisation, en détail, de son inventeur, Nicolas Appert. Eh bien, en fait, c'est le principe, tout simplement, de la boîte de conserve. Donc, on a dit chauffage à plus de 100 degrés. C'est précisément entre 115 et 121. Donc, principe de la boîte de conserve, vous voyez des très vieilles boîtes de conserve qui sont conservées depuis très longtemps.
Les confitures, bah, c'est pareil. C'est la conservation des fruits dans le sucre. Donc pour éviter le dépôt de moisissure, donc on va remplir le pot jusqu'au bout, hermétiquement à chaud. On va faire un vide partiel dedans. Et on va recouvrir, pour l'isoler complètement de l'air, on va faire une sorte de couverture de paraffine. Et une confiture peut se conserver plusieurs années. Donc pour fermer les pots, voilà. Donc je vous laisse lire. À chaud, à froid avec du papier sulfurisé et à froid avec de la paraffine. Donc ça ne vous sera jamais demandé certains détails, mais ça vous donne quelques exemples. Maintenant la conservation par le froid. Donc le froid est une technique de conservation des aliments qui arrête, je vous ai dit, ou ralentit l'activité cellulaire, les réactions enzymatiques et donc le développement des micro-organismes également. Il prolonge donc la durée de vie des produits frais, végétaux et animaux en limitant leur altération. Donc attention, le froid ne détruit pas les toxines et les micro-organismes contenus dans les aliments. D'accord ? Ils sont présents, mais leur activité est au ralenti. Ça veut dire qu'à partir du moment où on va commencer à les réchauffer, bah, leur activité va reprendre dès qu'ils seront à une température beaucoup plus favorable pour eux. C'est pour ça qu'on parle de chaîne du froid et qu'elle ne doit jamais être rompue pour éviter que l'activité microbienne puisse repartir. C'est pour cette raison-là, notamment, que lorsque vous dégelez un produit, on vous conseille de le dégeler au réfrigérateur, parce que au réfrigérateur, l'activité va reprendre plus lentement, donc les bactéries vont se redévelopper beaucoup plus lentement que si vous décongeliez à température ambiante. Voyons la réfrigération. Donc, tout simplement, ça consiste à mettre les aliments au frigo à basse température, proche du point de congélation, mais positive. Donc, entre 2 et plus 6 degrés, généralement, un frigo, c'est à plus 4 degrés. Donc, à ces températures, la vitesse de développement des micro-organismes est très ralentie. Et on peut conserver généralement un aliment périssable entre 4 et 10 jours. La congélation. Donc ça va au congélateur. La température est en dessous celle de fusion de la glace, donc inférieure à 0 degré. Généralement entre moins 15 et moins 18 degrés. L'activité microbienne et enzymatique est totalement interrompue, par contre, à cette température-là. Donc la congélation permet de consommer des aliments plusieurs années après leur congélation. Et enfin, la surgélation, c'est une technique industrielle. Donc on parle de surgeler de certaines marques, qui consiste à refroidir brutalement des aliments en les exposant intensément à des températures allant de moins 18 à moins 35 degrés. Donc c'est une technique avec vraiment un froid brutal. Alors, on va faire la différence entre ce que j'appelle la surgélation cryogénique et le froid mécanique. Lorsque vous envoyez de l'air froid, tout simplement, vous avez un échange d'air froid, d'air chaud, c'est le même principe que la clim. Vous avez la formation de gros cristaux d'eau. Le problème, c'est que la formation de gros cristaux d'eau entraîne l'explosion des cellules et donc une altération de l'aspect et des saveurs lors de la désurgélation. Donc c'est une surgélation qui est plus lente, entraînant la formation de gros cristaux, détruisant les membranes cellulaires. Par contre, lorsque vous faites une surgélation cryogénique avec une injection de dioxyde de carbone, c'est une surgélation qui est très rapide et bizarrement qui entraîne des cristaux d'eau beaucoup plus petits et qui ne font pas exploser les cellules et qui gardent donc l'aspect extérieur et la texture du produit et donc le goût intact. Voilà, donc on empêche la destruction cellulaire par ce principe d'injection de CO2 par surgélation cryogénique. Les produits ainsi traités conservent toute leur texture, saveur et sont conservés plus longtemps. Parlons maintenant de l'élimination d'eau. Donc, tout d'abord, la déshydratation consiste à éliminer, bien sûr, partiellement ou totalement l'eau des aliments. Deux intérêts principaux. La quantité d'eau devient si faible que les micro-organismes et les réactions enzymatiques sont inhibées, puisqu'elles ont besoin d'eau pour vivre. Et la diminution du poids et du volume est une économie importante pour le conditionnement et le transport. Le séchage
consiste donc à enlever l'excès d'humidité simplement par évaporation d'eau. Donc, exemple de séchage de poissons en Norvège ou des fruits secs. On aboutit donc à des fruits secs, des haricots, des saucissons. La lyophilisation, donc vous en avez entendu parler pour la nourriture de l'espace sur les bateaux, consiste à congeler l'aliment entre moins 40 et moins 80, puis à le soumettre au vide, et l'eau va passer directement dans ce cas-là de l'état solide à celui de vapeur, va s'évaporer tout de suite. C'est ce qu'on appelle donc le changement d'état de la sublimation de la glace. On passe directement donc de l'état solide à gazeux sans passer par l'état liquide, le choc thermique étant trop brutal. Donc l'eau à l'état liquide dans un aliment est gelée, c'est la solidification, puis éliminée par évaporation de la glace. C'est ce qu'on appelle donc encore une fois la sublimation. Donc les produits sont de très bonne qualité, ils se réhydratent très bien, mais c'est une technique qui coûte relativement cher parfois, et qui est limitée à quelques produits, café soluble, potage instantané, voilà, donc, et également pour les conditions extrêmes, astronautes ou alpinistes. Salage, fumage, bon bah vous avez tous entendu parler du saumon fumé, notamment. Bah c'est des techniques très anciennes qui permettent de freiner encore une fois le développement bactérien et microbien, en réduisant l'activité de l'eau, donc le fumage pour éventuellement la viande ou le saumon. Et ce qu'on appelle le salage, avec l'addition de sel, c'est l'addition d'une solution sursaturée en sel qu'on appelle une saumure, on l'a vu. Donc c'est le saumurage par exemple de certains fromages. Et enfin la conservation par ionisation, c'est un procédé qui est très récent et qui consiste à envoyer des radiations ionisantes pour détruire les micro-organismes. Donc ça se passe généralement dans un réacteur nucléaire spécifique fait pour ça. Puisqu'on va émettre, on va bombarder par des rayonnements gamma la nourriture. Par exemple le cobalt 60 ou le césium 137, on reverra ça dans la troisième partie de l'année.